Monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, les juristes aiment souvent user de locutions latines pour caractériser telle ou telle règle du droit ou situation atypique. Exactement comme notre pays le subit depuis maintenant plus d'1 an. Ainsi serait très tenté de vous dire à cet instant, monsieur le Premier ministre, non bis in idem, ce qui veut dire pas deux fois la même chose. Nous sommes en effet légitimement en droit de nous interroger sur l'intérêt de l'utilisation, une fois de plus, de l'article 51 de la Constitution, que nous avons encore eu l'occasion d'apprécier il y a quelques jours. Pour tout vous dire, nous autres parlementaires ne savons plus s'il faut considérer que nous sommes là pour entériner symboliquement des décisions déjà prises dans des enceintes plus confidentielles, ou si nous servons d'excipient pour mieux diluer la responsabilité des décisions que l'exécutif ne souhaite pas nécessairement endosser dans sa globalité. Bien sûr, personne ne niera la difficulté de votre tâche, et même la complexité de décider sous la pression d'une opinion publique fatiguée et d'élus parfois versatiles, y compris parmi vos plus proches soutiens. Oui, nous avons conscience. Pour autant, je vais répéter exactement ce que je vous disais il y a une semaine à cette tribune. Nous n'avons pas la même définition du choix collectif dans une démocratie parlementaire. Or, au fond, ce dont nous débattons aujourd'hui n'est rien d'autre que la question fondamentale pour notre société de sa continuité démocratique dans des circonstances exceptionnelles. Une question que nous avions déjà abordée l'année dernière à l'occasion des reports des élections municipales. En y apportant des réponses circonstanciées qui auraient sans doute gagné à être pérennisées au cas où, plutôt que de devoir encore y revenir à l'occasion du projet de loi que vous avez annoncé pour le mois de mai. Dans notre conception d'une République moderne et transparente, nous aurions souhaité que toutes les options relatives au calendrier électoral soient mises d'emblée sur la table, nonobstant toutes les incertitudes liées à l'évolution de la situation pandémique. En particulier, lors de nos débats sur la loi du 22 février dernier. Cela aurait sans doute évité les effets désagréables d'une consultation des maires précipitée un week-end, quand bien même elle aura eu le mérite d'exister et de donner la voix à ceux qui se retrouveront une nouvelle fois en première ligne pour organiser le scrutin dans les meilleures conditions possibles. Je tiens d'ailleurs à saluer la grande réactivité des maires de France dans l'Hexagone et en Outre-mer, qui ont été près de 24 000 à répondre à cette consultation. Quel en fut le sens de la réponse on a à peine quelques heures. Je n'oublie pas non plus l'implication des associations d'élus dans toute la diversité de leur expression. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, puisque je vous en ai fait part par courrier la semaine dernière, mon groupe est avant tout viscéralement attaché au respect en toutes circonstances des principes fondamentaux de notre vie démocratique, qui doivent régir aussi bien la régularité du déroulement de la campagne électorale que la sincérité du scrutin et l'égalité entre tous les citoyens. Or, vous en conviendrez, il n'existe pas à ce jour de solution idéale à même de garantir un déroulement normal du scrutin, que ce soit juridiquement ou politiquement, dès lors que les conditions sanitaires qui seront celles du mois de juin sont incertaines. Faut-il alors lâcher la proie pour l'homme? Nous ne le pensons pas. Et je vous confirme que mon groupe se ralliera dans sa majorité à l'idée de maintenir les 2 scrutins au mois de juin prochain. C'est en toute responsabilité que nous nous prononçons, en ayant parfaitement à l'esprit l'état plus qu'inquiétant de notre économie, que nos restaurateurs n'en peuvent plus attendre, que le monde de la culture est en train de se nécroser, que notre système de santé est trop souvent tangent avec la rupture. L'urgence d'un retour à la vie normale se fait sentir partout. Nous incluons bien sûr l'urgence de la continuité démocratique dès lors que si on peut maintenir les entreprises ouvertes, les bureaux de vote peuvent l'être aussi. Monsieur le Premier ministre, nous y attachons d'autant plus d'importance que le plus grand risque, nous le savons tous, est celui d'une abstention massive de nos concitoyens. Une abstention encore plus significative à l'heure où les réseaux sociaux forgent l'opinion d'une nouvelle ochlocratie, c'est-à-dire là où la foule impose sa volonté, et où le complotisme ne s'est malheureusement jamais aussi bien porté, et on assiste à un recul inquiétant du rationalisme chez nos jeunes concitoyens. Cessons-nous de lamenter et agissons plutôt pour que l'abstention ne soit pas le premier parti de France ouvrant la voie à légitimer les extrémistes. Dans ces circonstances, comme l'ont relevé de nombreux maires consultés, il convient de s'appuyer sur l'expérience du renouvellement des conseils municipaux l'an dernier.
Nous disposons aujourd'hui d'élus et de personnels municipaux parfaitement formés et actifs, et je n'imagine pas un électeur se rendre dans un bureau de vote sans mettre du gel hydroalcoolique ou respecter les distances. Les gestes barrières font désormais partie de notre quotidien. Nous considérons par conséquent que les mesures que nous avons annoncées vont dans une direction satisfaisante, quand bien même elles n'apportent pas de garantie absolue. Report d'une semaine de scrutin qui coïncidera avec le départ du Tour de France. Aménagement des bureaux de vote, bien sûr. Extension des horaires de vote, double procuration, vaccination des assesseurs, sachant les difficultés qu'il y a déjà à en trouver habituellement. Pour autant, je ne veux pas oublier les réticences des quelques 40% de maires favorables à un report, qui attendent notamment qu'une plus grande partie de la population ait été vaccinée. Quoi qu'il en soit, il importe par-dessus tout que soit garantie l'égalité entre tous les candidats. Mais à ce sujet, soyons clairs, l'interdiction de toutes les réunions à l'intérieur comme à l'extérieur donnera à cette campagne électorale une nature singulière, comme un air de démocratie en quarantaine. De même, la centralisation des professions de foi sur un site internet soulève une fois de plus la question de l'égal accès à nos concitoyens à cette information indispensable pour éclairer leur choix. Nous en reparlerons d'ailleurs tout à l'heure lors de la discussion de la proposition de loi du groupe RDSE relative à la lutte contre l'électronisme et pour l'inclusion numérique. J'attire encore votre attention sur les conditions particulières dans lesquelles se dérouleront le scrutin dans les petites communes rurales, aussi bien en termes de moyens que d'application des règles de distanciation. L'éventuelle organisation du vote scrutin à l'extérieur, comme cela a pu être évoqué, ne nous paraît pas toujours raisonnable, car un vent malin pourrait parfois disperser les bulletins de vote. Il conviendra de réfléchir à des solutions opérationnelles avec le soutien de l'État. Monsieur le Premier ministre, c'est avec la conviction profonde que nous devons approfondir sans relâche ce qui nous relie tous, citoyens de ce pays, face aux immenses défis qui s'imposent à nous. Et je vous annonce que la majorité du groupe RDSE approuvera votre déclaration. Merci, Monsieur le Président.